On va d'abord rappeler aux internautes le thème de ce jour, c'est je vis avec le VIH. Donc notre cher invité va partager son expérience en tant que personne vivant avec le VIH-Sida et aussi apporter, peut-être donner des conseils à d'autres personnes qui vivent certainement la même situation avec lui. Donc on va d'abord commencer, il va commencer par se présenter et un peu présenter la situation, comment est-ce qu'il a, il a été infecté, comment est-ce qu'il a pris, comment sa famille a pris la situation. Donc je vais passer la parole à notre invité, il va se présenter. Ok, merci de me passer la parole. Bonjour, moi c'est Patrick Alain-Fouda. Je préside et j'ai cofondé le réseau national des adolescents et jeunes vivant avec le VIH. J'ai 24 ans et je suis étudiant. C'est le plus simple. Ok, merci Patrick pour cette très brillante présentation. Essaye un peu de nous expliquer comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que tu as été infecté. L'hypothèse la plus plausible quand on fait des découpages sur mon dossier médical, c'est une transfusion sanguine que j'ai subie lorsque j'étais très jeune, 1 an, 2 ans par là. Bon, entre autres choses, parce que j'ai eu en dehors de ça beaucoup d'opérations chirurgicales à l'époque où tout n'était pas systématiquement contrôlé. On se penche vers cette hypothèse parce que ni le papa, ni la maman, ni personne de la famille nucléaire d'ailleurs n'est infecté. Merci. Bon, je pense que lorsque je t'ai présenté en off, tu as parlé de ton fils que tu as, Eden, c'est ça? Bon, on va parler de lui plus tard, hein, donc je laisse la suite pour plus tard. Surtout qu'il aime beaucoup parler de son fils, donc il va parler de son fils plus tard. Donc, et ça veut dire que tes parents étaient au courant. Tu as dit, tu avais l'âge de 1 an, c'est ça? Oui, j'ai commencé exactement. Maintenant, j'étais sur le point de ton papa. C'était une relation assez parentale. C'est une relation d'un père africain avec son fils. Quoi. C'est pas ce que je peux en dire. Je peux pas en dire davantage. C'est une relation normale en contexte africain. Okay. Un père qui commande et des enfants qui exécutent. C'est tout. À part toi, tu as des frères, tu as des sœurs? Oui, j'ai des petits frères et 2 aînés et jumelles. Et tu m'as fait comprendre que tu étais le seul à être infecté à la maison. Ok, et on va passer directement à, si tu veux bien, ta vie. Comment ça s'est passé, ta vie amoureuse? Tu sais, c'est vrai, nous sommes jeunes, les enfants tombent amoureux, les personnes tombent amoureuses de nous et tout. Donc, comment est-ce que ça s'est passé, la vie amoureuse de ton côté? C'était plutôt facile, est-ce que... J'ai pas spécifiquement eu de problème dans ma vie amoureuse en lien avec le VIH. C'est vrai que ça complique toujours un peu les choses, mais j'ai pas senti ça comme un problème. Même si une vie amoureuse chaotique, si on peut dire, mais c'est pas à cause du VIH, c'est plus à cause de moi qui suis trop exigeant, trop à chercher le détail, trop... C'est plus ça. Mais est-ce qu'avec tes partenaires, est-ce que tu leur dis directement ton statut sérologique dès que vous rencontrez? Ou bien ça se passe comment lorsque peut-être tu es en train d'évoluer? En fait, il n'y a pas besoin de dire au partenaire quand la relation n'est pas pensée pour évoluer sur le long terme. S'il faut se protéger, on se protège, c'est tout, mais il n'y a pas forcément besoin de lui dire. Mais à partir du moment où je commence à envisager que cette histoire peut dépasser le cadre d'une relation d'un soir, là, c'est mon devoir, j'estime, de lui dire. Ok. Maintenant, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées à cause de ton statut? Forcément, tu as rencontré beaucoup de difficultés en ce qui concerne peut-être la stigmatisation ou la discrimination. Est-ce que toi, tu as déjà eu ce genre de problème?
Même pas particulièrement. C'est certain que j'en ai déjà eu, mais j'ai une perception de la difficulté ou du danger qui est très faible. En général, je ne perçois pas moi-même que je suis en situation de difficulté. C'est les personnes autour qui me disaient comment tu as fait. C'était... Donc, je ne peux pas vraiment dire que j'ai eu des soucis, étant donné que je connais une autre forme de stigmatisation qui est beaucoup plus violente. J'étais totalement paralysé avec tout ce que ça implique. On voyait un gros gaillard que sa maman portait sur le dos et tout, qui allait à l'école, on portait, on déposait sur les bancs et puis on revenait le chercher le soir. Donc, la stigmatisation, la vraie, très brute, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit par rapport au VIH. Je l'ai connu. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas trop dire que je suis victime de discrimination, moi, à titre personnel. Ce n'est pas le cas pour mes pères qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas mon parcours, mais pour moi, pas du tout. Okay. Et puis, tu parlais forcément de la visibilité que tu as eue à cause grâce aux activités que tu mènes au quotidien. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler des activités que tu mènes au quotidien? Je sais que tu es le président fondateur, je pense, si je ne me trompe pas, du réseau des jeunes vivant avec le VIH-Sida. Donc, parle-nous un peu de ces activités-là. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que... c'est toi le fondateur, n'est-ce pas? Voilà, comment est-ce que... Quelle idée autour? Parce qu'un matin, tu t'es levé un beau matin, tu as dit non, je vais créer un réseau. C'est passé comment? Partage un peu l'expérience avec nous. Bon, tout a commencé, on était une petite association Jeunesse Positive qui est née au Centre Mère et Enfants Fondation Chantal Biya. L'association est née d'un constat que j'ai fait, c'est que mes pères étaient de manière générale trop faibles. C'était mes premiers contacts avec eux, vu que j'étais... Il faut préciser, parce que c'est comme ce n'est pas, les internautes ne sont pas de la société civile, ou bien ils ne sont pas carrément familiers avec les activités qu'on mène tout le temps. Oui, c'était des groupes de parole en fait. Je rentre en contact avec des jeunes qui sont comme moi lors de groupes de parole. Je les trouvais, comme c'est un processus habituel lors des groupes de parole, on se présente, on parle de son histoire. Ils avaient tous des histoires douloureuses, c'est vrai, mais je les trouvais faibles. Leur capacité à encaisser le coup et à transformer ça en quelque chose en une force. Je trouvais ça très limité. C'est vrai qu'ils n'avaient pas eu le même parcours que moi, mais même jusque-là. Donc c'est de là qu'est parti mon intérêt. Je me suis dit, si j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, c'est pour que ça serve à quelque chose, parce que je pense que tout a un but dans la vie. Et donc, mon quelque chose, c'était leur transmettre ma force, la force que j'avais réussi à développer. Ça a commencé à l'intérieur, on m'a sélectionné comme père éducateur pour le programme REACH d'une ONG sud-africaine qui intervient partout en Afrique. Et en travaillant avec eux, je me suis rendu compte que leur faiblesse venait d'eux, mais venait aussi de facteurs extérieurs. Quand j'ai compris ça, l'association est née. Pour passer à Recache, le réseau, c'était comment je vais appeler ça, mes collaborateurs les plus proches qui sont avec moi depuis le début de l'aventure disent que j'ai des crises de folie ou de génie, ça dépend du moment. Donc c'était une de ces crises. Je me suis dit, il y a des problèmes comme ça, comme ceux que je rencontre à Yaoundé, dans la région du centre. Je suis certain que dans les autres régions, c'est pire. Et les voix de mes pères de ces régions-là ne se font pas entendre. Alors comment on peut s'avancer vers un mouvement où, dans les 10 régions, ce qui se passait à Yaoundé allait se passer. Et puis la suite, on la connaît aujourd'hui avec Agénie. Et quelles sont les activités que vous menez au quotidien dans votre réseau? Les activités. Plaidoyer. Plaidoyer, 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 toujours plaidoyer.
pour l'amélioration de l'offre et de la qualité des services. Quels sont les services, avant que tu ne continues, s'il te plaît? Moi, peut-être, je veux connaître, mais maintenant, je veux aussi que les internautes connaissent au moins ce qu'il s'agit. Quels sont les différents services que vous bénéficiez ou bien... D'après les standards et les recommandations de l'OMS, il y a un paquet de services complets qui doit être fourni aux enfants et aux adolescents vivant avec le VIH pour leur permettre de grandir de façon normale. Ça comprend le médicament, ça comprend un suivi psychosocial, ça comprend un suivi nutritionnel, bref, un suivi complet de la personne. Mais dans le contexte camerounais, c'est pas vraiment ça. On se limite aux médicaments déjà qui n'est pas très accessible et pas tout le temps, et au semblant d'accompagnement psychologique qu'ils essayent de mettre en place. Donc, vous comprenez que la grosse partie du travail, c'est permettre aux décideurs de se rendre compte des difficultés que la cible rencontre sur la base de données réelles pour influencer leur prise de décision en leur faveur. Le deuxième pilier important de notre mouvement, c'est la participation. La participation de notre cible. Je dirais que le deuxième pilier de notre action, c'est la participation à l'ensemble des processus qui arrivent à des prises de décision qui les touchent directement. Donc on est amené à faire de l'activisme. J'aime pas trop le terme activiste, je me considère plus comme un plaideur. Donc on est amené à faire du plaidoyer. En dehors de ça, il y a des activités de terrain directement avec les PA, l'animation du groupe de soutien, les VAD, du soutien psychologique et social. Tu parlais de VAD parce que c'est des visites à domicile, c'est simple. Les enfants, certains enfants ont besoin d'un suivi un peu plus personnalisé. Ça implique de se rendre chez eux et de faire ce suivi-là avec eux à la maison directement. Donc, lorsque tu parlais des différentes activités que vous menez au quotidien, tu as parlé d'abord du plaidoyer. Voilà. Ça commence par ça. Et puis aussi le suivi. Et puis la participation. Et enfin le suivi des pairs. Ok. Donc maintenant, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées lors de la création de ce réseau? Si je me fie à moi, je vais dire aucune, mais j'ai quand même des retours des gens autour de moi. Je crois que je peux m'appuyer sur ça pour énoncer les difficultés. Il y avait d'abord, la première difficulté, c'était les parents. Il fallait convaincre les parents, des jeunes qui s'engageaient. Il fallait convaincre les parents de laisser simplement leurs enfants participer aux activités, du bien fondé de tout ce qu'on était en train de faire. C'était la première barrière, une barrière que mes pères ont jugé insurmontable, mais on a su la briser. C'est pas encore vraiment ça, vu qu'il y a toujours besoin de beaucoup de paramètres d'encadrement pour qu'un parent laisse un enfant prendre part à une activité, mais ça évolue bien. La deuxième difficulté inhérente à toute organisation, ça a été le problème de financement. Il y a des choses, il y a des projets, c'est bien beau, mais pour faire avancer tout ça, pour nourrir la grosse machine qu'on avait créée trop vite et trop tôt, il a fallu mobiliser des ressources. Et on n'était pas forcément équipé du point de vue de notre formation académique pour faire la recherche de fonds, la mobilisation de ressources. Mais on a su s'auto-capaciter et puis on a levé la difficulté. Bon, c'est pas pour dire qu'on roule sur l'or, mais ça commence à aller. La troisième difficulté était inhérente au pays, à la situation de la cible au pays. Il n'y avait quasiment aucune donnée jusqu'à 2018 sur la cible.
Ça part d'un problème qui est déjà stratégique, c'est-à-dire au niveau et du gouvernement et des partenaires au développement. Les données n'étaient pas désagrégées par tranche d'âge. Donc, il parlait de 15-40 ans. Or, notre cible est découpable en 3, 10-14 ans, 15-19 et 20-24. Ce qui fait que leurs problèmes se retrouvaient noyés. Donc, il n'y avait pas de données, pas d'études, rien. Donc, le premier travail qu'on a dû faire, c'est on était conscient des difficultés, mais le décideur en face ne peut pas prendre de décision sur la base de constats. Il faut des données scientifiques. Donc, la première mission qu'on s'est assignée, c'est de donner de la visibilité à la problématique que pose cette cible au système de santé. Ça nous a engagés vers la recherche que nous menons. Nous avons un gros pilier de recherche en partenariat avec des chercheurs du Minsanté et du Centre international de recherche Santander. Ok. Bon, ce qui va maintenant amener à ma prochaine question. Quels sont les différents partenaires de votre réseau? Ouais. On va commencer à l'international et puis on va redescendre. Le réseau pays est membre du réseau africain et globalement du réseau mondial. Le réseau mondial du jeune vaincre le VIH, Y+. Le réseau africain, AY+. Ce sont a priori nos premiers partenaires, même si la relation n'est pas toujours la meilleure pour des problèmes de leadership, etc. Ensuite, il y a le Fonds mondial qui nous appuie indirectement, vu qu'on m'a sélectionné dernièrement pour représenter mon pays, l'Afrique, au sein de son conseil d'administration. Il y a les agences des Nations Unies, UNICEF, ONU-SIDA et UNFPA, premier plan. Et au niveau du pays, notre premier partenaire de tous les temps, ce sont les parents, bien sûr. C'est par eux que tout a commencé. On a un programme de volontariat qui finance, c'est qui paye le transport aux enfants pour les activités. Quand il y a besoin de petites choses, des t-shirts, des casse-croûtes, c'est eux qui s'en occupent. Ensuite, les formations sanitaires qui ont contribué à mettre en place l'espace dans lequel nous sommes nés et où nous menons nos activités au quotidien. Le niveau institutionnel, bien sûr, appuie, pas financièrement, mais ils appuient. Et enfin, il y a des ONG partenaires comme au départ on avait AFSU, l'Association des frères et sœurs unis, qui nous a hébergé un moment. Parce que quand on a commencé tout ça, on était tous très jeunes, on avait 17 ans, 17-18 ans, donc payer un loyer et tout, c'était pas ça, donc elle nous a hébergés. Il y a eu ensuite Moto Action Sida, où nous sommes, qui nous appuie techniquement et nous offre cet espace, un espace de travail. Nous l'offrait quand on n'avait pas encore pris notre propre siège. Maintenant, là, donc, il y a Moto Action, bien sûr, qui, en dehors de cet appui logistique, on a beaucoup d'accords, beaucoup de projets sur lesquels on travaille. La Camnofor, bien sûr, l'Association camerounaise de la famille, et à travers elle, c'est sous-bénéficiaires. Je crois qu'on ne m'en voudra pas si j'oublie un partenaire. Bon, peut-être vous avez aussi oublié le CNLS, peut-être. Bon, de façon indirecte. C'était l'institutionnel. C'était l'institutionnel, je les regroupe tous dans l'institutionnel. CNLS, Minsanté, ministère de la Jeunesse, etc. Ok, merci. Ça veut dire que carrément le réseau est carrément bien
Ça, en anglais, on appelle ça network. Donc, ça a vraiment des fils bien étendus, quoi, avec ses partenaires, nombreux partenaires, des activités que vous menez au quotidien. Ça a commencé à aller pour une organisation, on est assez fiers de nous d'ailleurs, pour une organisation qui a à peine 2 ans d'existence, qui a été montée par des personnes qui étaient encore mineures à l'époque. On peut dire qu'on s'en sort. Quand même. Ok. On va revenir encore. On va revenir à un point que tu as bien parlé. Tu as parlé de ton petit-fils qui a, je pense, 4 ans. Non, un an. Un an, 2 mois. Donc ça veut dire clairement que pour ceux qui pensent que personne ayant le VIH ne peut pas donner naissance à un si beau bébé que j'ai vu récemment sur la photo, ils ont tort parce qu'en réalité la technologie a avancé, la médecine aussi a avancé, et ce qui fait en sorte que la prise des ARV permet en sorte que si tu as un bon suivi, tu observes, tu peux... Bon, je vais te laisser expliquer un peu tout ça pour que mes internautes puissent comprendre qu'en réalité, une personne qui vit avec le VIH est une personne normale et qui peut avoir des enfants et peut vivre normalement. Donc tu es mieux placé pour nous expliquer tout ça. Ok. J'ai un fils, oui. Eden. C'est ma plus grosse fierté d'ailleurs. J'aime bien qu'on m'appelle le père d'Eden plutôt qu'on dise de lui que c'est mon fils. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Oui, il est séronégatif, tout comme sa maman. C'est possible de donner naissance à un enfant non infecté aujourd'hui. La science évolue. Donc, je suis... Ce qu'on dit de manière simple dans les publicités, etc., c'est quand tu prends ton traitement, tu as une vie normale. Ça ne va pas que sur le plan de la vie, sur le plan de la santé. Ça va sur tous les plans, même sur celui de la reproduction. Une personne qui prend son traitement, qui a une charge virale, c'est-à-dire charge virale, c'est pour les internautes la mesure de la quantité de virus dans un échantillon de sang. Donc, quand ta charge virale est dite indétectable, en général, tu as une vie sexuelle épanouie, tu ne transmets plus. Les Américains ont même, il y a tout un concept autour de la question U égale U. Undetectable equal untransmissible. Tu es indétectable, tu ne transmets plus. Donc, l'enfant est né, il va bien. Donc, jusqu'à quelle période? Est-ce que lorsque vous venez, vous connaissez votre statut qui est positif et vous prenez directement les ARV, est-ce que directement tu deviens indétectable? Là, c'est une question qu'une personne de ma communauté m'a posée. Donc, donc c'est tout un processus. Processus pas si long. En fait, il dépend des molécules, de la molécule qu'on prend, parce qu'il y en a plusieurs, et de la quantité, de la valeur de la charge virale en fait. Parce qu'il y en a qui commencent leur traitement sans être au courant qu'ils sont infectés depuis des années, et puis leur charge virale elle se chiffre en millions. C'est clair que pour une personne comme ça, la charge virale va prendre plus de temps à redescendre. Mais en général, le standard médical, c'est 6 mois. Après 6 mois, une personne qui prend correctement son traitement, sans arrêt, sans pause, etc., est censée être indétectable. Et maintenant, et maintenant il y a ce qu'on appelle les couples discordants qui est comme le tien. Voilà, que la femme n'est pas infectée et l'homme est infecté. Et vous prenez, puisque toi tu es déjà observant, c'est-à-dire il a une charge virale indétectable, il peut facilement s'accoupler pour avoir un enfant. Donc, que ce soit s'accoupler simplement ou bien pour intention d'avoir un enfant. C'est ça, non? Donc, il peut, là, c'est pas un problème. Maintenant, pour la femme qui est infectée et qui veut avoir un enfant, ça se passe comment? Quelle est la procédure qu'elle doit
faut savoir, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la transmission de l'homme vers la femme est beaucoup plus importante que la transmission de la femme vers l'homme. Il y a plusieurs facteurs, entre autres choses, c'est la femme qui reçoit, etc. Donc pour une femme séropositive qui a besoin de faire un enfant, il y a la première précaution, c'est la charge virale dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, une fois que l'enfant est né, il est mis sous traitement pendant une période d'un mois jusqu'à son premier test de dépistage, on appelle PCR, jusqu'à sa première PCR. L'enfant est mis sous traitement. Il y a une précaution en général qu'on prend, c'est ne pas allaiter aussi. Mais vu que la science nous dit que l'allaitement est la meilleure forme d'alimentation pour les nourrissons et que de plus une charge virale indétectable implique qu'on ne transmette plus le virus, on recommande de plus en plus aux mamans de le faire, mais avec beaucoup de précautions. Il y a un certain nombre de précautions sur l'hygiène au quotidien de la maman et du bébé qu'il faut prendre. Mais le taux de transmission de la mère à l'enfant au Cameroun est acceptable. Il y a moins de 2% si je ne me trompe pas. Donc 2% c'est quand même encore beaucoup, mais c'est acceptable. Ça veut dire que ça marche. Ça veut dire qu'on peut avoir un statut sérologique positif au VIH et faire un enfant et avoir une vie sexuelle normale et égale. Donc, je veux savoir, est-ce que ça veut dire que ta partenaire était, à un moment donné de votre relation, tu lui as annoncé ton statut? Oui. Et visiblement, tu lui as quand même... ça s'est passé comment le suivi? Parce que je sais souvent, je vais un peu être... ce qui est vrai, c'est qu'on dit souvent que le mari doit souvent, comment on dit, il doit souvent entretenir la femme pour que... Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Quand tu as des relations sexuelles, des rapports sexuels avec sa femme pour pouvoir dilater un peu le col, pour faciliter l'accouchement. Donc... Bon, j'étais même pas là pendant une grosse période de la gestation. Donc... J'étais en voyage. Ah, ça? Donc, pour ce côté-là, il a dû se débrouiller seul. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, en règle générale, il n'y a pas d'autres précautions à prendre que le traitement et l'assurance que la charge virale est indétectable. Ça n'empêche pas d'utiliser les préservatifs car on ne sait jamais. Mais une fois qu'on a le résultat qui atteste que la charge virale est indétectable et que le partenaire en face mesure tous les risques, parce que c'est important que l'autre en face sache ce qui peut arriver. Le risque n'est pas à 0, mais il est à 0, quelque chose. C'est important que le partenaire sache. Et après, il n'y a pas de problème, c'est entre vous gérer. Il faut aussi rappeler que c'est aussi la reproduction aussi effective pour des couples qui sont tous les deux infectés. Oui, parce que ce n'est pas uniquement pour les couples discordants. Aussi. Parce que si les deux aussi prennent bien leur traitement, ils sont indétectables, ils peuvent aussi avoir leur enfant. Donc c'est très possible. Donc c'est un peu ça que nous voulons qu'on revienne un peu dessus. Donc ça c'est une question un peu personnelle. On voudrait un peu savoir si toi et ta partenaire vous êtes toujours ensemble, vous élevez l'enfant ensemble ou bien tu es libre de répondre ou pas. Disons que je ne vais pas répondre. Ok. Donc moi je connais la réponse, mais bon, je voulais partager avec vous. Attends, j'explique. Sur Facebook, il y a 3 types de statuts. Non, il y a plusieurs. Il y a séparé, il y a un couple, il y a marié, fiancé, et puis c'est compliqué. Disons que je me situe au niveau du c'est compliqué. Ça mais tant que l'enfant se porte bien. Oui, il se porte bien, il n'y a pas de problème. Ok, quel est le conseil donc? On va bientôt tirer à la fin de cette interview.
quel est donc le conseil que tu donnes à ces jeunes qui sont là dehors, qui ont pris peut-être leur statut sérologique et ils sont peut-être traumatisés. Donc, quels sont les conseils que tu peux donner à ces internautes qui nous regardent, qui sont aussi séropositifs au VIH? Le conseil. J'aime pas déjà la posture de donneur de conseil. Ça fait comme si on était arrivé à un stade suprême de sa vie, on n'a plus besoin d'apprendre. Mais ce que je peux dire de façon générale, c'est le VIH, comme d'autres affections, comme d'autres maladies, comme toutes les difficultés qu'on rencontre dans la vie, forcément, à un moment, ça fait mal. Mais moi, je vois dans chaque difficulté une occasion de briller. La vie avec le VIH est compliquée encore pour moi, sur le suivi que ça implique, etc. Mais d'un autre côté, j'ai su transformer ça, tous ces problèmes en une force. Aujourd'hui, ma voix, parmi les voix de bon nombre de jeunes au Cameroun et en Afrique, compte. Aujourd'hui, je peux me lever, écrire à un ministre qu'il y a telle situation et puis la situation est réglée, plus ou moins. C'est la force que j'ai eue de transformer cette difficulté, cette épreuve en quelque chose de positif et de bénéfique pour tous. Donc le conseil que je peux donner face au VIH et face à toutes les situations difficiles en général, c'est de trouver comment on transforme ce qu'on vit qui est négatif en quelque chose qui peut servir à la communauté et à soi-même. C'est la plus grosse leçon que j'ai tirée de mon parcours personnel, que ce soit en lien ou pas avec le VIH. C'est le message que je passe. Surtout qu'il faut rappeler que non seulement il a son problème, je ne vais pas appeler ça problème parce que c'est déjà quelque chose qu'il vit avec quotidiennement, son statut sérologique, mais aussi il doit aussi gérer son statut il a son handicap qu'il vit quotidiennement avec ça, et puis il a pu vraiment surmonter ces deux difficultés et rendre ça à l'agréable, c'est-à-dire une positivité quotidienne qu'il vit aujourd'hui en tant que président et fondateur du RECAGE, plus le réseau des jeunes vivant avec le VIH. Donc je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter. Non. Ok. Donc sur ce, on va remercier notre invité Patrick Alain Fouda d'avoir accepté de participer à cette interview. Vraiment, il nous a appris beaucoup de choses et grâce à lui, nous sommes, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui nous regardent aujourd'hui sont plus avisés par rapport au VIH-Sida. C'est pas une fatalité, c'est quelque chose tu peux vivre avec naturellement comme une personne très normale. Exemple,